Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Jean Moreau. Jean Moreau qui est fondateur d'une start-up qui a un bel avenir devant elle. La start-up s'appelle Phoenix. Donc le phénix, c'est l'animal mythique, on peut dire, qui renaît de ses cendres. Et la petite histoire n'est pas anodine, ça va, je pense, directement avec l'activité de l'entreprise. Oui, tout à fait. Vas-y, je te laisse quelques mots pour Merci. présenter ça. Bonjour, alors nous Phoenix, on est effectivement dans la valorisation des déchets, donc on donne une deuxième vie aux invendus, et on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Nous on est convaincus que les déchets des uns vont devenir la matière première des autres, à plus ou moins court terme, et donc on accompagne nos clients, notamment la grande distribution, dans la deuxième vie de ce qui jusqu'à maintenant été jeté, incinéré ou enfoui, à savoir les produits qui arrivent proches de la date de péremption. Donc on parle de produits qui finissent dans des bennes, qui finissent pleines de produits chimiques pour ne pas qu'il y ait des hordes de gens qui viennent fouiller les poubelles. Enfin, Voilà. C'est dérangeant pour les grandes surfaces, c'est dérangeant pour nous aussi puisqu'on assiste à des scènes via les infos en fait, qui sont assez révoltantes. Mm-hmm. Et vous apportez une solution à ça, à la fois pour les grandes surfaces qui ont des déchets, donc dont elles ne savent pas forcément quoi faire. Exactement. Nous, la boîte est partie de ce constat-là. C'est-à-dire comment faire en sorte que les produits ne soient pas détruits, incinérés, enfouis, mais aient une deuxième vie au préalable. Et donc par deuxième vie, on entend le don aux acteurs associatifs. Donc les invendus alimentaires sont redistribués à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, aux banques alimentaires, et aussi à toute une petite série d'associations de quartier. Ouais. Ça, c'est une première filière. Après ça, on a aussi des filières d'alimentation animale, où on va aller donner les fruits et légumes disqualifiés, ou la boulangerie, pâtisserie, le pain qui est proche d'être rassis. On ne veut pas l'envoyer à la poubelle, on veut le donner à des parcs animaliers, à des zoos, à des fermes, à des porcheries. D'accord. Et la troisième filière, c'est des filières de transformation un peu plus innovantes encore, où on a des gens qui font des confitures à partir de fruits et légumes invendus, qui font des soupes à partir de légumes invendus. On va y revenir. Donc on est un peu à l'interconnexion de tout ça avec une plateforme web, une place de marché en ligne qui connecte les uns et les autres sur la valorisation de ces gisements de produits. Ok. Et le message, effectivement, c'est qu'il y a plusieurs vies, plusieurs autres vies aux déchets, finalement, dont on ne savait pas quoi faire jusqu'ici. Voilà, exactement. Et c'est un marché naissant, ça n'existait pas il y a 2 ans, on peut dire. Alors nous, on existe depuis 2 ans, on était un peu en avance sur le temps. Effectivement, maintenant le marché devient mature, parce qu'il est porté aussi par une loi qui interdit le gaspillage alimentaire, qui en fait un délit. Donc voilà, on sent que maintenant que le marché est mature et que c'est une loi qui doit être en place à partir du 1er juin, 1er juillet 2016. Voilà, tout à fait, c'est une loi qui a été votée à l'unanimité en février et qui va être promulguée par décret d'ici l'été. Ok, donc il va obliger toutes ces grandes et moyennes surfaces à jouer le jeu du don de l'invendu, puisque ça va devenir un délit pour les directeurs de magasins et pour les chefs de rayon, que de jeter, de javeliser, c'est-à-dire de mettre de l'eau de javel sur la poubelle d'invendu. Ça va être passible de 3 750 € d'amende et en théorie, 3 ans d'emprisonnement. Donc on verra si c'est appliqué, mais en tout cas, voilà, la tendance de fond, c'est celle-ci. Phoenix a 2 ans. Ouais. Donc vous êtes parti à 2. À 2. C'est ça. Ouais. Donc 2... Baptiste, mon associé, et moi-même en mars. Ouais. 2 associés avec une belle idée. Ouais. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, vous êtes déjà 32. Effectivement, on a la fierté d'avoir créé une trentaine d'emplois, donc ça va assez vite, avec toutes les problématiques qui vont avec, de structuration, de changement d'échelle. Mais effectivement, c'est une belle trajectoire, et ça marche bien à la fois en Ile-de-France, où il y a le gros de l'équipe, on est 17 à peu près. Et puis on a des antennes régionales, notamment en Bretagne, où ils sont 9, ainsi de suite, dans le sud-ouest, à Strasbourg, à Marseille, à Lille, à Lyon. D'accord, donc ça fait déjà une bonne dizaine de villes. On crée de l'emploi local et on connecte des écosystèmes locaux, de magasins, d'associations, de fermes. Voilà. C'est un boulot qui est en circuit court. Et de filières de revalorisation, de tout à fait. Le plus possible. Tout à fait. Ok. Alors je te posais une question tout à l'heure en préparant un petit peu l'interview. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ont à gagner les grandes et moyennes surfaces? Alors on parlait tout à l'heure, bientôt il va y avoir des amendes, il va y avoir une pénalité si jamais les choses ne sont pas appliquées, mais aujourd'hui c'est pas forcément le cas. Et au-delà de la pénalité, elles ont peut-être d'autres choses à y gagner, à jouer le jeu finalement avec vous. Alors, c'est une partie de la magie du modèle, c'est que donc nous on surfe sur ce levier réglementaire mais qui est tout récent. Et à côté de ce levier-là, il y a aussi un levier qui est un levier économique, puisque les déchets en France, ça coûte très cher. On a des prestataires qui facturent à la benne, au tonnage, à la collecte, et donc ça peut coûter vite beaucoup d'argent. Et nous, notre métier, c'est de réduire ces coûts-là, parce qu'on sort les produits des poubelles pour les donner en amont. Donc on prend une partie de la valeur qu'on crée sur la réduction des coûts, et puis ensuite il y a un levier fiscal en France
qui est basé sur le don en nature et qui fait en sorte que un don en nature de la part d'une entreprise est défiscalisable à hauteur de 60% de la valeur en stock du produit donné. Donc quand Carrefour donne pour 10 000 euros de briques de lait au Resto du Cœur, ils peuvent réduire leur impôt sur la société de 6 000 euros. Et donc nous on prend une commission là-dessus au succès. Et donc c'est un modèle qui est vertueux puisque les associations ont des produits gratuits. Juste sur une petite parenthèse sur la condition de succès, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est du success fee à l'américaine, comme on dit ça, ou à l'anglo-saxonne. Ça veut dire que s'il y a du résultat, en gros, vous êtes payé, et s'il n'y en a pas, vous n'êtes pas payé. Voilà. Donc ça incite aussi tout le monde à ce qu'il y ait du résultat. C'est ça. On est dans un secteur qui n'est pas non plus, on n'a pas des enfants de cœur en face de nous. La grande distribution, ils sont connus pour être des cow-boys de la négociation. Donc c'était le bon modèle, quoi. C'était le bon modèle, savoir qu'ils payent que si ça marche, et si ça ne marche pas, ils ne payent pas. Et donc, les intérêts sont alignés pour toutes les parties prenantes. Ok. Donc à la fois, elles y gagnent parce que ça réduit leur facture, donc vous obtenez une partie des économies, comme ça tout le monde est content. Ouais. Et à la fois, il y a sur certaines filières, donc la filière on va dire caritative, de revalorisation, une partie défiscalisation, crédit d'impôt qui s'additionne en fait, qui s'additionne pour elles. Oui, tout à fait. Et bon là, quand on a ce discours-là d'épicier, on ne prend pas en compte toute la valeur extra-financière qu'on crée sur la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, une action en communication sur un geste vertueux qui est un peu dans l'air du temps aussi et puis dans le sens de l'histoire. Donc il y a aussi cette partie-là qu'on vend, en tout cas qu'on met en valeur, qui est... Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que ça donne du sens à leur métier aussi. Voilà. De se dire, c'est pas une pure perte, ça va resservir, c'est utile au-delà de l'activité de la grande surface elle-même qui, elle, ne peut plus s'en servir. Oui, tout à fait. Ça, en général, on est plutôt bien accueillis par les équipes des magasins parce qu'on participe à une dynamique qui est positive et qui donne du sens à tous les collaborateurs. D'accord. Donc on a parlé du caritatif un petit peu. Ouais. Ça, c'est les Restos du Cœur, c'est les associations, c'est les gens qui font des repas pour les personnes en difficulté. C'est aussi l'alimentation animale. Ouais. Donc là, c'est de l'agroalimentaire, en tout cas l'élevage. Ouais. Et il y a aussi une revalorisation possible côté alimentation humaine. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, parce que c'est peut-être pas forcément évident. Yes, alors nous c'est un peu au-delà du caritatif, parce que... Oui, c'est une bonne question. Pour nous c'est une filière d'avenir, c'est un des enjeux de l'année. C'est de dire, ok, une fois qu'on a redonné une partie des volumes au secours populaire, une fois qu'on a redonné une partie des volumes à un parc animalier, un zoo, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Et donc là on s'aperçoit dans l'écosystème qu'il y a toute une série d'initiatives d'initiatives plus ou moins exemplaires sur... Alors je vais en citer quelques-unes. On a des gens qui s'appellent Rebelles, qui font de la confiture à partir de fruits invendus. On a des gens qui font des champignons, ça s'appelle Upcycle, la boîte à champignons. Upcycle. Ils font pousser des champignons et des pleurotes dans du marc de café usagé. D'accord. On a des gens qui font chez Leclerc dans le nord de la France une marque qui s'appelle Bon et Bien. C'est des smoothies et des soupes à partir de fruits et légumes invendus qui sont retransformés en magasin. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a vocation à approvisionner. Il y a aussi des restaurants anti-gaspillage dont les menus sont conçus exclusivement à partir de rebuts. On peut peut-être en citer un ou deux. Oui, on peut citer le Frigan Pony à Paris, on peut citer un restaurant qui s'appelle Simone Lemon, qui est dans le 9e, si vous voulez tester. Ok. Donc voilà, nous, notre vocation intégral est fait à partir d'un vendu. Voilà, c'est un concept au poids, où c'est un buffet à partir d'un vendu, donc de fruits et légumes de Rungis, d'un vendu de magasin. D'accord. Et donc les chefs font sous contrainte des recettes à partir d'un vendu. Il n'y a aucun risque au niveau de la santé et de l'hygiène. Non, je vous rassure, c'est leur métier, tout est fait pour eux. C'est très bon. D'accord. Et donc voilà, nous, on a vocation à continuer à les approvisionner, à les faire changer d'échelle, à les faire grossir, parce que pour nous, c'est une filière qui va se développer, c'est une certitude. Ok. En tant qu'éco-entrepreneur, quels sont vos gros challenges aujourd'hui? Alors le challenge, il revient à l'introduction que tu as faite, à savoir qu'on est passé de 0 à 32 employés en 2 ans. Donc il faut se structurer, il faut s'organiser en vrai TPE, PME qui grossit et qui met en place des reporting, un organigramme, une grille de salaire, des fiches de poste. Voilà. Devenir une boîte, et sortir de l'euphorie de la start-up qui grossit. Okay. Le deuxième challenge, c'est celui de la diversification des filières en aval, comme on vient de le décrire. Il y a certes le don, il y a certes l'alimentation animale, mais il faut qu'on trouve aussi d'autres filières additionnelles. Le troisième challenge, c'est celui de l'internationalisation. C'est-à-dire maintenant qu'on est présent partout en France, est-ce qu'on va déjà à l'international? Est-ce que c'est trop tôt? Voilà, donc comment on organise tout ça? C'est une question d'échelle, une question de moment, une question de tout ça. Voilà, donc ça tourne autour de ça, les gros sujets. Et puis le dernier sujet pour nous, c'est le sujet du numérique et de notre plateforme. On veut devenir de plus en plus numérique, de plus en plus plateforme web. Donc voilà, on veut
la plateforme devienne la plateforme de référence et qu'elle prenne toute la place qu'elle doit prendre dans notre activité. D'accord. Qu'est-ce que tu donnerais à des éco-entrepreneurs qui sont en train de se trouver, de se chercher, qui ont une idée, qui ne savent pas comment y aller, mais qui aimeraient bien y aller aussi et faire quelque chose d'utile avec, grâce à leur activité d'entrepreneur? Quel conseil, c'est ça? Ouais, si tu as un conseil en particulier. Alors le conseil, il y en a 3, mais ça tourne autour de la même chose. C'est l'anticipation, que tout prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est avec de la patience, que nous on est en B2B, on travaille avec des gros groupes. Et donc on a attendu des contrats pendant 12, 15, 18, 24 mois qui finissent par tomber, mais ça prend beaucoup de temps, donc il faut être prêt entre temps. Ouais. La résilience, c'est aussi un bon conseil pour tout entrepreneur, mais en particulier dans notre secteur, l'éco-entrepreneur. Parce que c'est des sujets nouveaux, donc il faut évangéliser, il faut prêcher la bonne parole jusqu'à ce que les gens finissent par comprendre. D'accord. Donc voilà, on a 3 bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, on va mourir, non, on va cartonner. Enfin voilà, c'est l'ascenseur émotionnel, et ça, il faut être équipé pour l'encaisser. D'accord. Très bien. Écoute, je te remercie pour ces quelques minutes passées ensemble. De rien, merci à toi. Je souhaite longue vie à toi et à toute ton équipe. Et Phoenix, on mettra bientôt le lien, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit commentaire à la suite. Le débat continue sous la vidéo. S'il y a un message à transmettre, je le transmettrai avec grand plaisir. Et voilà, un dernier mot peut-être avant de se quitter. Non, merci à tous pour votre attention et en avant pour la transition vers l'économie circulaire. Yes, ça marche. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci, au revoir.